Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 février. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. On en parle depuis quelques jours, mais c'est officiel. Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique en principauté le samedi 28 mars. Il s'agit de la première visite officielle à Monaco d'un souverain pontife en exercice. L'inclusivité en principauté, qu'est-ce qui est fait à Monaco pour les personnes à mobilité réduite? Nous verrons cela avec le conseiller technique en charge des personnes en situation de handicap, Lionel Galfré. En basket, c'est un rendez-vous important, la réception du Maccabi demain, 19h30. La Roca Team est actuellement 8e au classement. Monaco in the Past, c'est le nom du compte Instagram de Nicolas Andouard. Vous pourrez y découvrir des photos d'archives et des anecdotes du passé. La monégasque Olivia Dorato vient de sortir un nouvel EP, Eclipse, un projet aux sonorités afropop. Et nous terminerons par une visite guidée de l'exposition à ne pas manquer au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco autour de magie, de rites et de spiritualité. Je viens de vous le dire, le pape Léon XIV sera à Monaco le 28 mars prochain. L'annonce a été officialisée aujourd'hui par le Vatican et le Palais Princier. Bonsoir Émilie Rousseau, cette visite apostolique était très attendue. Bonsoir Fabien, oui en effet, elle répond à l'invitation adressée par le prince souverain au Saint-Père lors de leur dernière rencontre au Vatican le 17 janvier dernier. Le prince Albert II et la princesse Charlène accueilleront donc le pape Léon XIV en principauté samedi 28 mars, un événement historique qui témoigne d'une double dimension institutionnelle et pastorale, comme le précise le communiqué du Palais Princier publié aujourd'hui. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège, Philippe Oringo. La visite du pape répond d'abord à une invitation du prince souverain, mais aussi à une invitation de l'archevêque de Monaco. Et elle a donc cette double dimension, à la fois institutionnelle et pastorale, comme vous le dites. Institutionnelle en ce sens que le souverain pontife est aussi un chef d'État, indépendamment d'être un pasteur universel, et qu'il porte un intérêt spécial aux petits États, dont ils pensent manifestement qu'ils ont leur rôle à jouer dans le concert des nations. Et de ce point de vue-là, les relations que nous entretenons avec le Vatican sont excellentes sur beaucoup de points, car nous avons des convergences extrêmement étroites avec le Saint-Siège sur l'environnement, sur la dignité humaine, sur notre engagement pour la paix. Et ce sont des thèmes qui sont effectivement à la fois éternels et importants. Sur le plan pastoral, et je pense que le Saint-Père a été très sensible au fait que non seulement nous avons le catholicisme comme religion d'État, nous sommes d'ailleurs le seul État d'Europe et pratiquement du monde à avoir cette spécificité, le Saint-Père veut en effet donner une vraie dimension pastorale, une vraie rencontre avec un pays dont la religion est en quelque sorte le ciment identitaire. Nous le manifestons de manière générale lors des grandes manifestations religieuses, à commencer par la Sainte Dévote. Mais il n'y a pas que la Sainte Dévote, il y a aussi tout un tas de processions tout au long de l'année. Et le Saint-Père est sensible aussi au fait qu'il y a un frémissement que l'on remarque également dans l'Église de France, mais qui montre un besoin de spiritualité des jeunes. Et l'Église de Monaco a su accompagner ce mouvement et nous attendons de la visite du Saint-Père un signe d'encouragement. Et si les princes de Monaco, à l'image du prince Régnier III ou du prince Albert II, ont déjà été reçus à plusieurs reprises au Vatican, il s'agira là de la première visite officielle en principauté d'un souverain pontife en exercice. Elle est le symbole des liens étroits entre les deux États qui partagent de nombreux sujets d'intérêt commun. Il est à préciser que le couple princier avait assisté, aux côtés de nombreuses personnalités, à la messe d'intronisation du pape Léon XIV le 18 mai 2025. Il avait pu le saluer à cette occasion. Alors en effet, le prince et la princesse Charlène ont non seulement été à la messe d'intronisation du pape Léon XIV, mais étaient aussi aux funérailles du pape François, qu'ils avaient d'ailleurs rencontré, de même qu'ils avaient rencontré le pape Benoît XVI. Donc ce sont des liens qui sont extrêmement étroits entre la famille Grimaldi, si j'ose dire, la dynastie en quelque sorte, et la papauté. Mais ça, c'est une relation
séculaire. Évidemment, elle a, au fil des ans, elle est devenue de plus en plus étroite au fur et à mesure de l'établissement de nos relations diplomatiques, qui ont concrétisé en quelque sorte ces relations personnelles. Dans ce monde-ci, avoir le courage de ses opinions et le courage de sa religion est quelque chose d'entraînant pour nous tous. Je pense que ça a dû jouer beaucoup dans le souhait du Saint-Père d'être le premier pontife vivant à fouler le sol de Monaco. Le programme de cette journée n'a pas encore été dévoilé, mais cette visite apostolique devrait durer quelques heures. Le pape Léon XIV est attendu au Vatican le lendemain, le 29 mars, pour la messe des rameaux et de la Passion du Seigneur, comme l'indique le site officiel du Saint-Siège. À Monaco, est-il un pays de plus en plus inclusif? De l'emploi à la mobilité, en passant par l'éducation et la culture, la principauté multiplie les initiatives pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap, avec par exemple 2 applications bien concrètes qui ont vu le jour il y a quelques mois pour les personnes à mobilité réduite afin de mieux se déplacer dans les rues de Monaco. Avec nous, pour en parler, Lionel Galfré, bonsoir. Bonsoir Fabien. Il y a 2 applications qui ont été lancées en octobre dernier, StreetNav, et en décembre, Ma Place PMR. C'est l'occasion, quelques mois plus tard, de faire le bilan. Mais avant cela, un rappel. On commence par Ma Place PMR. Qu'est-ce que c'est ? Ma Place PMR, c'est une application qui permet de localiser d'une part les places réservées pour les personnes à mobilité réduite, et d'autre part de savoir si elles sont occupées ou si elles sont libres. D'accord. Combien de places pour personnes à mobilité réduite y a-t-il à Monaco ? Alors, il y a les places en extérieur et les places en parking. Là, aujourd'hui, l'application ne concerne que les places en extérieur. Il y en a plus de 70. Et ensuite, il y a StreetNav, comme je l'ai dit. Là aussi, quel est l'objectif ? Quel est le concept de cette application StreetNav ? StreetNav, c'est un peu, on a l'habitude de dire, le Waze des personnes à mobilité réduite. C'est comme vous utilisez l'application Waze qui est très connue, vous utilisez l'application StreetNav et vous dites « je veux aller d'un point A à un point B » et StreetNav propose un itinéraire accessible, sans escalier, sans obstacles sur le trottoir, sans trottoir infranchissable, et s'il y a aussi des obstacles qui pourraient être temporaires. Une poubelle qui est renversée ou un véhicule mal garé. Et donc, ça permet d'emprunter l'itinéraire qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en toute facilité. Est-ce que ce sont des applis qui ont fonctionné depuis leur création ? Elles sont utilisées ? On a déjà des chiffres ou c'est en cours ? Alors, on a des chiffres mensuels, on a des tableaux de bord. Sur Ma Place PMR, on a une trentaine d'utilisations par jour. Donc 30 personnes qui se disent je cherche une place PMR et je veux savoir si elle est disponible. Et sur StreetNav, on a à peu près 10 itinéraires qui sont demandés par jour, qui sont utilisés. Mais on a, parmi les gens qui les utilisent, 30 signalements aussi par jour. Des gens qui signalent, tiens, cet ascenseur... il fonctionne ou il fonctionne pas. Là, ne passez pas, il y a des escaliers. Donc voilà, on voit que c'est des applications qui sont utilisées. Qu'est-ce qui est fait pour les personnes handicapées de façon générale en principauté, si on pouvait faire un résumé ? Alors depuis 2 ans, on a mis un coup d'accélérateur sur la sensibilisation, la communication et plein d'autres actions sur lesquelles je reviendrai peut-être. La tradition de prendre en charge les personnes en situation de handicap est là depuis longtemps. Il y a des accompagnements qui sont sur mesure, j'ai envie de dire, qui sont réalisés par la Direction de l'Action et de l'Aide sociale, la DASO, depuis des années. Et les personnes en situation de handicap sont connues et accompagnées. En revanche, là où on a voulu mettre un coup d'accélérateur ces dernières années, c'est sur la sensibilisation à la population et c'est sur augmenter l'accessibilité. L'accessibilité physique, mais aussi l'accessibilité numérique et puis la formation des personnes qui ne sont pas en situation de handicap pour les sensibiliser à l'accueil et leur dire que le handicap existe
et que si on fait tous un effort, l'inclusion sera beaucoup plus facile dans la société. Dans les projets, quels sont les grands chantiers en quelque sorte ? Alors aujourd'hui, on a travaillé sur ce qu'on appelle, c'est la chaîne de déplacement. C'est-à-dire qu'une personne puisse venir, elle se gare avec l'application, elle puisse se déplacer avec StreetNav, elle puisse accéder au commerce, et on a des grands chantiers de sensibilisation auprès des commerces qu'on doit poursuivre. L'ensemble des bâtiments publics a été mis en accessibilité, ceux qui n'ont pas de dérogation, c'est l'immense majorité. Aujourd'hui, là où on doit progresser, c'est sur la prise en compte des autres types de handicaps. Les handicaps souvent invisibles. Et là, on va progresser et on va faire appel à des solutions technologiques pour la retranscription de la voix et pour faire en sorte que certains qui ne peuvent pas entendre puissent lire ce qu'on leur dit, faciliter l'accessibilité aux services publics et aussi travailler sur l'accessibilité des sites Internet. Donc on va continuer sur l'accessibilité, mais passer de l'accessibilité, continuer sur l'accessibilité physique, mais développer de l'accessibilité à l'information, l'accessibilité pour les handicaps invisibles. Lionel Galfranc, on le rappelle, 2 applications sont disponibles. Ma place PMR pour savoir où sont les places disponibles pour se garer à Monaco et StreetNav pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite en leur proposant des itinéraires adaptés à chaque type de handicap et tout cela en collaboration avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci. En bref, la Sûreté publique nous informe que des résidents de la Principauté de Monaco sont actuellement destinataires d'appels téléphoniques malveillants émis depuis différentes lignes téléphoniques mobiles. Les escrocs contactent principalement des personnes âgées. Elles se présentent comme des policiers français ou monégasques, prétextant une fraude sur un compte ou une carte bancaire afin de se faire communiquer bien sûr des informations confidentielles. Les personnes destinataires de ces appels sont invitées à ne pas donner suite à l'appel, ne surtout communiquer aucune information confidentielle, bloquer le numéro de téléphone et contacter la Sûreté publique au 93 15 30 15. Je répète, 93 15 30 15. En basket, la Roca Team retrouve l'Euroleague après une parenthèse enchantée en Leaders Cup le week-end dernier. Monaco affrontera le Maccabi Tel Aviv jeudi soir. Et pour en parler, on rejoint Frédéric Hélion à la salle Gaston Médecin. Frédéric, on est d'accord, Monaco espère poursuivre sa série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Oui, effectivement, Fabien, avec ce succès en Leaders Cup, le 2e trophée déjà cette saison après la Super Coupe de France, glanée en tout début d'année. Eh bien, la Roca Team a fait le plein de confiance tout simplement avant de retrouver l'Euroleague demain soir à Gaston Médecin avec la réception du Maccabi Tel Aviv pour ce qu'on pourrait appeler le sprint final. Il reste 10 matchs à la Roca Team pour essayer de terminer le plus haut possible au classement et pour valider une nouvelle qualification en play-off. Le coach nous le répète depuis un moment que ce dernier sprint, c'est une défaite, on sort des playoffs, une victoire, on est dans le top 4, donc ça ne veut rien dire. Il faudra rester concentré jusqu'au bout, peu importe les résultats. Si on perd, ça ne veut pas dire qu'on a totalement tout perdu. Si on gagne, ça ne veut pas dire non plus qu'on est les rois du monde. Donc il va falloir rester concentré, essayer de gagner chaque match l'un après l'autre. Very talented team, they play strange way of basketball, very strange, a lot of times big guys switching positions, a lot of freelance talent. It's a difficult game and we have to defend good. This is very wild, and it's like you see the stands and you don't believe in this after what happened in this team this year. So, this shows also how good team we were and we are, and now it's 10 games. Every mistake you are doing is count, and you cannot bring it back. So we have to be very focused. On a eu des dernières semaines très compliquées, donc nous on s'est dit qu'on restait mobilisés, on restait soudés tous ensemble l'équipe, et finir cette Leadership Icon Seat, c'est vraiment un aboutissement de notre travail et nous montrer qu'on est encore présent déjà dans le championnat de France, et demain on espère confirmer et continuer sur cette lancée en Euroleague. Une chose est sûre, Fabien, on devrait se régaler demain soir à Gaston Médecin, puisque Monaco est tout simplement l'équipe qui score le plus en Euroleague avec 91 points marqués par match. Et puis le Maccabi Tel Aviv est la 4e meilleure attaque de cette compétition. Est-ce que la Roca Team va franchir la barre des 100 points pour la 10e fois déjà en saison régulière d'Euroleague? Réponse demain soir à Gaston Médecin. Merci pour toutes ces précisions, Frédéric. On suivra donc ça de près.
Redécouvrir Monaco avec un regard sur le passé, c'est le contenu disponible sur le compte Instagram Monaco in the Past. Photos d'archives, anecdotes, visages du passé, une initiative portée par Nicolas Andouard. Portrait signé Alban Jean-Jambe, Thomas Léus et Bastien Pigeon. À 23 ans, Nicolas est passionné d'histoire. Résident monégasque depuis 10 ans, il souhaite partager l'évolution de l'architecture et du développement urbain de la principauté. Entre ses recherches personnelles et ses trouvailles à la médiathèque de Monaco, tout est rassemblé ici sur son compte Instagram intitulé Monaco in the Past. On peut retrouver donc alors soit des photos d'archives, de cartes postales que j'ai trouvées dans les archives, et parfois je fais des avant-après. Donc je montre une place aujourd'hui et avant, comme ça on voit bien l'évolution, qu'il n'y avait pas un arbre, un immeuble. Et je mets surtout un petit texte en détail, parfois l'histoire de, comme par exemple le quai Antoine Ier. Le quai Antoine Ier, c'est le prince Antoine Ier. Je mets des petits côtés histoire comme ça aussi. Donc on retrouve ça, des timelapses aussi de temps en temps. Et voilà, des photos. Et des petites vidéos que je fais moi-même, par exemple les quartiers qu'on ne connaît pas trop, comme le quartier du Castelleretto. Parfois on n'entend pas trop parler, donc je montre un peu le quartier, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. On voit tout le temps le côté argent, côté touristique, mais côté histoire, c'est pas très courant. Nicolas s'est lancé dans l'aventure au mois de janvier et comptabilise déjà plus de 4500 abonnés. Un engouement qui témoigne de l'intérêt pour le patrimoine historique. Parlons musique à présent. Olivia Dorato vient de sortir un nouvel EP, Eclipse, un projet aux sonorités afropop où l'artiste monégasque raconte avec sincérité son rapport à l'amour en général. Olivia vous en dit plus sur cet EP au micro de Frédéric Elion. Je voulais raconter la rencontre entre l'ombre et la lumière parce qu'il parle de sujets plutôt joyeux et d'autres un peu plus sombres. Et donc voilà, Eclipse tout simplement, il y a 6 titres à l'intérieur. Sur les plateformes pour l'instant il n'y en a que 5 parce qu'il y a eu un petit bug technique. Mais le 6e titre est déjà sorti, il s'appelle T'aimer plus, donc finalement ils sont tous dispo. Je reste dans ma DA, c'est-à-dire de la pop avec un peu des sonorités afro, R&B, un peu de zouk. Voilà, ça fait bouger, ça fait réfléchir, ça fait peut-être, j'espère, se reconnaître. Et voilà, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est transformer des histoires personnelles en émotions universelles. Ça, c'est chouette, je trouve. Cet EP, il est très focus sur l'amour, mais l'amour au sens global. Ça peut aussi bien parler des relations familiales, par exemple, aussi. Donc, c'est vraiment très global. Et ben moi, je veux montrer qu'on peut aussi bien être super heureux et à la fois être complètement à terre. Et c'est vrai que ça part des histoires personnelles de base, mais aussi d'autres histoires des personnes qui me parlent, etc. Et voilà, j'aime bien m'inspirer de tout en fait. Je suis plein de défauts, avancer je sais pas. Je suis bloqué dans des blèmes pots, je tombe pas dans les cannes. Je suis resté comme un écho d'un son de ma voix. Eclipse, le nouvel EP d'Olivia Dorato. Nous vous emmenons à présent dans un voyage inédit au cœur des rites et des symboles de différentes cultures dans le monde. L'exposition Magie d'ailleurs au musée d'anthropologie préhistorique lève le voile sur ces rituels qui se transmettent de génération en génération dans certains peuples. Visite guidée dans ce reportage. Magie d'ailleurs, comme son nom l'indique, cette exposition présente la grande diversité des rituels magiques sur différents continents, grâce à une centaine d'objets rares venant d'Afrique subsaharienne, d'Asie ou encore d'Océanie. Cette exposition au musée d'anthropologie préhistorique permet de faire découvrir des rites et des croyances à partir de pièces véritables. Il y a des pièces qui sont anciennes, notamment celle qui se situe juste sur ma droite, qui date probablement du XVIIIe siècle. Beaucoup d'objets qui sont authentiques, qui ont servi lors de manifestations, de cérémonies, de rituels. Et on voit d'ailleurs à leur surface que la surface n'est pas propre. Il y a une croûte de matière sacrificielle, une patine également, qui fait d'ailleurs l'objet d'études scientifiques. Le but vraiment de cette exposition, c'est de montrer la grande diversité de tous ces rituels et aussi le fait qu'il est très difficile de trouver un pays dans le monde ou une civilisation où on n'a pas de rituel magique ou religieux. On a besoin de cette interface-là pour faire une sorte de communication entre les humains et les divinités, en tout cas ce monde surnaturel qui a priori nous échappe. Cette exposition porte un regard sur la grande diversité des rituels magiques, sur le monde visible et invisible, sur le monde des vivants et des défunts. Les visiteurs pourront découvrir le rôle que jouaient les chamans, guérisseurs ou encore prêtresses. Le visiteur va repartir avec le savoir d'abord que le monde est peut-être un tout petit peu plus complexe que ce que ses yeux ne peuvent voir et que ses sens ne peuvent percevoir. Ça, c'est vraiment un des premiers messages de ces religions traditionnelles, la complexité du monde. Il va repartir aussi avec l'idée que ces objets ne sont pas simplement des objets décoratifs, mais ce sont des objets qui ont eu une âme, qui ont été habités. On parle d'objets sacrés, on parle de charges magiques également, et que ces objets ont une véritable utilité bien plus que simplement esthétique. Ils ne sont pas que beaux, ils sont utiles.
Parmi la centaine d'objets rares, on peut découvrir par exemple des masques de sociétés secrètes, parfois extrêmement dangereuses. Ou encore ces objets vaudous que l'on appelle des ferme-ta-gueule. Ça n'est pas une insulte de ma part, mais le nom de cet objet constitué d'un bec de canard cadenassé pour empêcher un individu de parler. Autre exemple d'objet mystérieux, cette statuette. Un esprit y serait enfermé et elle se mettrait parfois à trembler. Pour le vérifier, vous n'avez qu'à vous rendre au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Cette exposition est visible toute l'année de 9h à 18h jusqu'au mois de décembre prochain. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées au Monaco Polar Symposium 2026 qui a ouvert ses portes aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi au musée océanographique. L'événement réunit des scientifiques, des décideurs et des acteurs de la société civile afin d'aborder les défis auxquels sont confrontées les régions polaires. À suivre, la météo d'Alban Gingembre et le magazine Culturama de José Sacré. Ce journal est terminé. On se retrouve jeudi à 19h pour une nouvelle édition. Je souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous. Demain, comme aujourd'hui, le ciel sera changeant mais majoritairement gris. De nombreux nuages mais aussi quelques belles éclaircies. Pas de grande différence avec aujourd'hui. Les températures resteront similaires aussi avec 9 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Le 26 février, nous fêtons les Nestors. Et le 26 février, c'est aussi la date de naissance d'un célèbre écrivain du 19e siècle. Celui qui a écrit la première égalité, c'est l'équité dans son œuvre Les Misérables. Il s'agit bien entendu de Victor Hugo.